Eh bien, bienvenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zistream. On est sur le numéro 27. Donc, ça fait déjà un peu plus de 6 mois qu'on stream de manière régulière. Et aujourd'hui, on va continuer à explorer des fonctionnalités qu'on n'a pas encore explorées dans Zino. On va essayer aussi d'utiliser l'IA le plus possible euh, pour agrémenter nos démonstrations. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux sujets principaux. Le premier, c'est l'accessibilité, puisqu'on travaille sur l'accessibilité dans Zilio. On a 2 clients qui nous ont fait des demandes. Donc en fait, l'idée, c'est de rendre l'application utilisable par des malvoyants et utilisable par des aveugles. Elle doit fonctionner, euh, elle doit fonctionner sans aucune vue. Hein. C'est assez challenging. Hein. Ça va assez loin. Et donc pour cela, on a commencé à mettre en place des composants compatibles accessibilité. Et donc ça, je vais vous le démontrer aujourd'hui. C'est pas tout à fait disponible. C'est disponible, mais paramètres cachés jusqu'à ce qu'on finalise la fonctionnalité. Donc ça, premier sujet, accessibilité. Le deuxième sujet qu'on n'a pas abordé jusqu'alors, c'est l'intégration Airtable. Vous savez que Zillow supporte son propre modèle de données. Vous pouvez créer vos tables, vos données dans Zillow. Dans le stream précédent, il y a une semaine, je vous ai illustré les grandes tables. Donc, on peut aller jusqu'à 1 million, 10 millions, hein, on a certifié jusqu'à 10 millions de lignes. Eh bien, Zillow fonctionne en toute autonomie, il a son propre modèle. Tout est hébergé en France, hein, à la fois les apps et les données. Vous avez également la possibilité, en plus, de vous intégrer à d'autres systèmes. On a déjà démontré la fonctionnalité Google Sheets, il y a un certain nombre de streams, mais c'est vrai qu'on n'avait pas abordé encore Airtable ni Timetonic, et donc ça va être le sujet, enfin l'un des deux sujets aujourd'hui, l'intégration Airtable, et certainement que la semaine prochaine, on parlera de Timetonic, dont l'intégration est assez similaire finalement. Et avant ça, on va parler d'une petite fonctionnalité qui a été ajoutée cette semaine, qui n'a pas été annoncée. Donc, vous avez la primeur dans ce stream sur cette fonctionnalité. Pour cela, je vais faire me connecter. J'arrive ici et on va créer une application de test. D'accord. Attendez, je vais plutôt prendre le compte stream, c'est lequel? C'est celui-ci. Voilà. Et puis, c'est vrai que la dernière fois, on avait parlé de responsive aussi. Et là, on va créer juste test, on supprimera par la suite. Et donc, on va parler de titres au milieu des écrans. Donc, je vais faire cet écran, on va en créer 2 Donc là, je vais copier-coller. On va prendre, on va dire écran 1, c'est pas, hein. Ouais, c'est un peu dommage de ne pas prendre des modèles prédéfinis. Inscription, voilà, modifier compte. Ah oui, on n'a pas de table. Donc, on va créer une table utilisateur. On revient ici. Mon compte. Voilà, modifier compte utilisateur. Voilà. Ça nous fait déjà un premier écran. Et ensuite, on va créer un écran de liste. Allez, c'est parti. On va prendre des produits. Et on va ici afficher produit. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir 2 écrans dans cette démo, et on va rajouter un composant de navigation. Attendez, je vais dézoomer pour vous. Comme ça, vous verrez bien le composant de navigation. Il est ici. Et on va choisir un écran. Voilà. J'ai fait CTRL-C, je sélectionne le deuxième écran, CTRL-V. J'ai ma barre de navigation. Et puis, ici, on va rajouter, alors, on va mettre les 2 écrans. Ça qui est bien, oui. On va peut-être du copier-coller avant. OK, alors, on remarque ici, cet écran n'a pas d'icône. Bon, c'est pas important, hein, pour le sujet d'aujourd'hui. OK.
Voilà. Vous voyez ici, j'ai une barre de navigation avec mes deux écrans. Et donc, si on simule, voilà, on a bien ici la possibilité de naviguer. Voilà. Ça, je me réfère probablement au stream numéro 2, je crois, où on aborde les barres de navigation. On a aussi la possibilité, si vous vous souvenez, d'avoir un badge de notification. Donc ça, c'est déjà présent. Par exemple, ici, si je mets 8, voilà, on a un badge ici de notification et 8. Je vais vous montrer ici, 8 et en tablette, ordinateur, c'est affiché sous cette forme. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est à propos des titres des écrans. Un certain nombre d'entre vous, ils ont parlé d'une certaine limite où finalement le nom de l'écran se situe ici. Vous voyez ici dans l'espace de travail, on a un nom d'écran. Et en fait, ce nom d'écran, il n'est pas dynamique. Ici, on a un texte, on a la possibilité de le modifier et on ne peut pas introduire de variables, par exemple. Et l'autre limite qui a été relevée, c'est que si on a un certain nombre d'écrans, et on a parfois des applications de plus de 80 écrans, on se retrouve avec des noms d'écran qui peuvent être similaires. Imaginez par exemple une modification de compte pour des étudiants, modification de compte pour des professeurs, modification de compte pour des admins. Donc on peut se retrouver avec des noms d'écran qui peuvent être similaires. Et donc du coup, on souhaite euh, ici rajouter un certain contexte. Par exemple, ici, je pourrais dire étudiant, modifier compte, retirer numéro. Et je pourrais très bien avoir un professeur modifié compte. Et en fait, quand on fait ça, effectivement, on se retrouve dans les écrans, mais le défaut, regardez, on a ici le libellé qui a été saisi juste en haut, qui est repris. Donc en fait, on a une certaine limite, au-delà même qu'un aspect dynamique. Donc ça a été résolu cette semaine grâce à une propriété optionnelle. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Vous avez la propriété de votre écran, vous avez maintenant une propriété qui s'appelle titre. Vous allez pouvoir ici y mettre un titre différent. Ici. Vous voyez ici l'écran s'appelle étudiant, modifier compte. Là, je peux l'appeler mon compte. Et on a ici, on porte un libellé différent. On peut même basculer en mode formule. Là, y rajouter, par exemple, alors ça n'aurait pas de sens, hein, mais je vais rajouter par exemple une recherche de telle ligne. On va compter le nom d'utilisateur ici. Voilà, ça n'a pas de sens, hein, évidemment, mais vous voyez ici, on a mon compte-2 qui est le résultat de la formule. Mon compte le nom d'utilisateur qui m'appelle. Alors, ça n'a pas trop de sens, hein, ce qu'il vient de faire. En revanche, ça pourrait avoir un sens, hein, évidemment. On peut ici ajouter un certain contexte en fonction du parcours de l'utilisateur dans l'application, en fonction de son profil. Vous pourriez, par exemple, ici, mettre un titre qui dépend du contexte, par exemple, compte étudiant ou compte admin. Imaginons que vous soyez admin, vous avez décidé en tant qu'étudiant, en tant que professeur, en tant qu'admin, et ici proposer un jeu d'écran différent en fonction du contexte. Donc ça, vous allez pouvoir le faire justement avec cette propriété au niveau écran qui peut maintenant contenir une forme. Sachez que le badge permet déjà d'indiquer un certain contexte avec un nombre. Là, vous allez pouvoir modifier voilà, donc ça, c'est la première petite fonctionnalité qui est sortie cette semaine, que je voulais partager. Je pense qu'on communiquera lundi sur celle-ci. Voilà. Une autre fonctionnalité dont je voulais parler fait partie de l'accessibilité. Donc, ça va être le prochain sujet de ce stream aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire bonjour sur le chat. Voilà. Alors, écoutez, on va basculer sur le deuxième sujet, l'accessibilité. Alors, l'accessibilité, c'est pas un sujet simple. Je vais vous montrer une application. Alors, je vais vous montrer une application cliente. Elle s'appelle ThermoChef. Et en fait, c'est une application qu'on a développée pour un client il y a un certain temps. D'ailleurs, je vais vous montrer la version normale, je dirais.
Voilà, donc c'est celle-ci, avec la possibilité ici d'avoir un accès à un millier de recettes à peu près, qui ont été créées par le constructeur de ce robot cuiseur qui s'appelle le Thermochef, à qui on travaille. Et avec le détail ici de la recette, donc un accompagnement assez précis lors de la conception de cette recette. Donc en fait, les données ont été fournies par le constructeur et nous, on a agi en tant qu'agence, parce que nous aussi, on crée des applications pour nos clients. Et donc, on a créé cette application, je sais pas, il y a 2 ans, donc on a des recettes, on a des menus, euh, voilà, on a une méthode AMI sur 28 jours. On a intégré également le guide utilisateur du robot cuiseur et un certain nombre d'informations de contact. Bien, ce constructeur nous a demandé de rendre cette application compatible, enfin accessible, je dirais, pour les malvoyants et pour les aveugles. On vérifie que ouais, c'est bon. Et donc, on a créé une deuxième application qui reprend la première, et celle-ci, on essaie de l'adapter pour être accessible. Alors, elle est toujours en cours de construction. Et en fait, la première fonctionnalité dont je voulais vous parler, c'est le zoom. Donc, si on se rend ici, vous voyez la première remarque, hein, c'est une application au contraste, où tout est en noir et blanc. Et donc, c'est pour cela que on a rajouté récemment ce thème contraste qui bascule toute l'application en mode noir et blanc. Voilà, donc ça, vous l'avez. C'est disponible hein, si vous voulez expérimenter. Donc, tous les composants ont été rendus compatibles au contraste grâce à ce thème. Donc, on a rajouté ici 2 nouvelles actions. Vous les retrouvez au niveau, je crois qu'elles sont tout en bas, section thème, agrandir et réduire le texte. Donc, vous allez pouvoir ici proposer ici un changement des vues. Donc, c'est les montres. Voilà, un seul étude. Tout a été agrandi. Alors, rien d'extraordinaire. La deuxième remarque, c'est que c'est persistant. Donc, si vous revenez sur l'application, parfois peut-être revoir les titres, parce qu'effectivement, quand on lit, c'est un peu trop gros. J'ai cliqué. Voilà, c'est un peu trop gros ici. Donc, peut-être que le deuxième bouton, là, il faudrait retravailler le libellé. Vous voyez ici, si je rafraîchis, on garde le zoom, il est persistant. Il n'y a pas besoin de le redéfinir après coup. Voilà, donc ça c'est la première fonctionnalité. Et puis la deuxième, c'est l'accessibilité au niveau de l'interaction avec l'application. Donc en fait, pour rendre une application accessible, il va falloir ajouter un certain nombre d'attributs qui sont standards. Donc, ce sont des attributs qui sont repris dans la norme RGAA. Donc RGAA, en fait, c'est une norme française qui indique quelles sont les étapes, quels sont les mécanismes à mettre en place pour rendre une application accessible au grand public. Et sachez qu'en fait, toutes les applications mobiles développées par l'administration française doivent être RGA. Donc, c'est une obligation. C'est ce que j'ai vu, hein, uniquement applications mobiles. Apparemment, les sites web sont pas encore concernés. Et donc, c'est une norme qui vise à rendre les applications accessibles via des mécanismes techniques qui s'appellent ARIA. Donc, ça fait partie du standard HTML depuis très longtemps. Mais pas que, puisqu'on les retrouve aussi dans les technologies d'application native sur Android et iOS. Donc, je vais vous faire une petite démo. Je vais publier l'application. Voilà, on va accéder à l'application voilà, depuis un navigateur. On va la retravailler. Je pense qu'on va faire un écran de configuration. Et puis on va le faire. Je vais le faire. On va créer ici un écran. On va aller ici. On va le faire comme ça fait un peu tuto isolé. Configuration.
Voilà, je clique ici. Et puis ici, on va mettre le deux boutons. Résumer un petit peu. Voilà. Et puis juste au-dessus, on va mettre un composant, on va un peu guider l'utilisateur. Hein. Donc on va mettre un composant suggestion. Oups. Voilà. Et ici, on va un peu utiliser les deux boutons ci-dessus et ci-dessus pour ajuster le zoom du texte. C'est le MS. Voilà. On va créer ici un bouton avec toutes les colonnes. La configuration. Voilà. On va pas naviguer, donc ça on va supprimer. Voilà. Alors, pour utiliser un petit peu, attendez-vous à une évolution majeure au niveau des actions dès la semaine prochaine. On a quasiment terminé. On va certainement enregistrer un petit format News pour cela. Ça va, semaine prochaine, hein, c'est sûr. Ça va sortir. Au niveau de transition, voilà, on arrive, non, on va pas aller sur support, on va aller sur la configuration. Et là, voilà, c'est le TDO. On pourra mettre un bouton revenir à l'accueil. Voilà, en tout cas, ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, on va tester l'application ensemble. Donc, je peux faire ouvrir sur l'ordinateur, mais vous voyez, je l'ai déjà ouverte. Je vais juste rafraîchir. Le lien est toujours le même. Voilà, j'ai mon application qui est prête. Et je vais lancer un outil qu'on nous a recommandé parce qu'on est en contact avec une association qui aide les malvoyants et les aveugles. Donc, on nous a recommandé cette application, NVDA sur PC. Je ne sais pas si vous allez entendre la voix. Ouais, apparemment, vous devriez entendre une voix. Donc, en fait, c'est un logiciel qui permet de guider les malvoyants. Et en fait, ici, il va permettre de guider toute interaction dans le système, en fait, hein, dans Windows. Donc, en fait, je vais pas le faire parce que ça parle beaucoup, mais si vous allez au-dessus des icônes, un peu plus bas ici, si on va sur n'importe quel site web, l'outil va parler, il va indiquer toutes les actions possibles, tous les textes qui sont survolés, les formulaires, les listes, etc. Et donc ce logiciel, en fait, il est beaucoup utilisé par les malvoyants et les aveugles. Hein. Et donc, il permet en fait de guider l'utilisateur, mais en fait, c'est pas tout à fait magique. Il faut quand même, dans le site web ou dans l'application, il va falloir renseigner un certain nombre de tags, un certain nombre de pratiques qui sont pas évidentes, vraiment pas évidentes parce qu'elles ont été étudiées pour les sites web, pour des contenus assez statiques. Or, quand on crée une application, on a affaire à des écrans qui viennent se superposer, des pop-up, des données qu'on ne connaît pas à l'avance, des listes qui vont se construire en fonction de données de notre application. Et en fait, ça change de dimension en termes de complexité. Et donc, c'est tout le travail qu'on a dû réaliser ces dernières semaines pour supporter ce genre d'outils. Donc, en fait, ici, dans une application accessible, je suis pas censé utiliser la souris. En tout cas, pour les malvoyants, ils pourraient utiliser effectivement la souris. Vous voyez ici, si je survole, au niveau des indices. Donc, en fait, un malvoyant qui peut discerner, peut effectivement se sortir de la souris et essayer de survoler les différentes zones. Mais pour quelqu'un d'aveugle, il ne peut absolument pas utiliser la souris. Donc pour ça, ce logiciel définit des raccourcis clavier. Donc si vous voulez accéder au bouton, vous allez appuyer sur le bouton B de votre clavier.
Donc là, l'outil vient me dire mes recettes, l'économie, conditions. Alors, je le dis parce que je ne sais pas si vous l'entendez. Et on peut revenir en arrière en appuyant sur Shift et 2. Voilà, donc en fait, on peut naviguer à travers l'écran sans utiliser la souris, sans du tout utiliser la souris. Et pour ça, on utilise un raccourci clavier. Donc il y a B pour les boutons, on a L pour les listes, on a F pour les formulaires, je crois qu'on a H pour les titres, H comme header, je pense. Et il y en a d'autres aussi, mais je me souviens pas de tout. Donc en fait, pour nous, ça a déjà été une première étape d'apprentissage de ces outils, c'est comment ils fonctionnent, comment les utiliser. Et, je me suis fait un petit raccourci ici. Donc, en fait, ici, c'est un résumé des raccourcis, il y en a plein d'autres, hein, qu'on peut utiliser dans une page web. Donc, je vais revenir ici, je vais faire B. Je dis mes recettes, j'appuie sur Entrée. Et là, on arrive sur l'écran de recettes. Vous voyez, le jeu pour nous, si on veut valider une application accessible, c'est tout faire au clavier. Donc là, je vais appuyer sur L. Donc voilà, le composant liste a été identifié. J'appuie sur Tab ici. Alors ici, on a une liste cachée. Ici, on met ici. Voilà. Voilà. Voilà, donc là, elle a résumé la liste, hein. Voilà, il y a une liste de mes recettes, il y a 5 items à l'intérieur. Elle a donné également le libellé du premier item. J'appuie sur la flèche du bas. Voilà, donc en fait, l'outil va, l'outil fait un écho de l'item. Si j'appuie sur Entrée, on va pouvoir le sélectionner. Voilà, donc là, on continue. Avec Tab, je peux parcourir les composants. Voilà, je ne sais pas pourquoi il dit clickable sur des champs texte. On va regarder ça. Donc voilà, vous voyez ici, c'est intéressant parce que ce composant difficulté ici, utilisé ici, vous voyez, c'est un composant qui est graphique, hein, qui contient des icônes. Mais en fait, on a travaillé pour que quand il est dicté, euh, au lieu de dire une étoile, je crois que ça marchait même pas du tout en fait, hein. Je crois que l'outil ne disait rien en fait, que ça savait pas trop quoi dire. Parce qu'ici, on a une icône, c'est une image, et l'outil ne sait pas ce qu'on contient l'image. Donc en fait, ici, on l'a guidé, on sait que ce composant affiche un nom, et nous, on sait visuellement, hein, que c'est deux éléments, comme vous voyez. Coup 3, poursuivre 4. Et là, à nouveau, on a travaillé pour indiquer les outils ici, que on a un élément ici, nous, visuellement, on voit les puces. En fait, on indique au composant que c'est une liste, même si c'est pas vraiment une liste. Donc voilà comment ça fonctionne en fait. Donc on a retravaillé les composants Zigio pour que tous les composants Zigio exposent les attributs d'accessibilité. C'est vraiment pas simple hein, de comprendre comment cela fonctionne. Et également, je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de standard sur des composants dynamiques. Et, donc là, la spécification est pas très claire.
Et autre difficulté, c'est que les outils ne réagissent pas de la même façon. Quand on rend un composant accessible, parfois il ne fonctionne pas avec NVDA sur Windows et il fonctionne sur un autre. Alors, je vais peut-être pas pouvoir vous montrer avec mon téléphone, mais je vais essayer en tout cas. On va revenir ici. Donc, je vais cliquer ici pour afficher. Et puis, si vous voulez tester par vous-même, allez-y. Voilà, donc j'ai l'application affichée sur le mobile. Voilà, je peux. Je clique sur mes recettes. Voilà, tout fonctionne en mode standard. Maintenant, je vais activer la voix. Donc, j'active l'accessibilité sur mon téléphone. Donc, je ne sais pas si on va le voir, mais il y a un encadré sur l'écran. Et là, je vais utiliser les gestes qu'un aveugle utiliserait sur son téléphone. Donc, en fait, ça fonctionne avec des swipes, hein. Un swipe ici. Et on va pouvoir accéder aux différents zones. Attendez, j'ai aussi un zéro, peut-être. Donc là, j'appuie 2 fois. Je suis en train. Donc là, hein, quelque part, je fais l'effort, hein, parce que je vois pas l'écran. Voilà. J'étais un peu trop loin. Ah, super mieux. Voilà, je vais sélectionner une recette. Allez, d'accord. Donc, vous voyez ici, on va pouvoir parcourir les composants accessibles. Voilà, vous voyez ici, les composants rendus accessibles sont exploitables par l'outil d'accessibilité sur Android. Voilà, il y a encore du travail à faire. Alors, on a encore du travail, parce que tous les composants ne sont pas encore rendus accessibles. On a le composant ici favori, sur lequel on n'a pas travaillé. On n'a pas travaillé sur les saisies également. Ça, c'est compliqué, ça encore. Parce qu'en fait, dans l'accessibilité, il y a un mode navigation qu'on utilise, vous avez vu, et on a un mode focus. Donc, quand on rentre dans un composant, quand on prend focus dans un composant, on va pouvoir interagir également. Voilà, en tout cas, c'est des sujets intéressants. Nous, on est assez contents, assez fiers de travailler sur ce genre des sujets, rendre accessibles les applications. Je suis pas sûr de l'avoir vu chez les concurrents. En tout cas, ça me dit rien du tout. C'est absolument rien. En tout cas, je sais que c'est beaucoup plus simple à faire sur les sites web. Peut-être que les outils de génération de sites savent le faire. En tout cas, les outils de génération d'applications comme Zilio, je pense, n'adressent pas à ce genre de soucis. Pas de soucis, mais de support. Écoutez, nous, on va continuer. Je vous tiendrai au courant. Donc, rejoignez-nous sur le Slack de No Code France et le Slack de Zilio pour en savoir plus. On a prévu de terminer d'ici 2 semaines, je crois, avec les clients. Donc, on va avancer activement.
Voilà, il nous reste ces deux composants, checkbox, les saisies, le favori pour supporter cette application. Et on continuera à supporter l'accessibilité sur tous les composants. Les composants se posent vraiment des questions, hein, comme les composants carrousel. Comment rendre accessible un composant carrousel? C'est pas dit que ce soit faisable, tout simplement. Donc on va voir. On va voir comment adresser ça. Si tous les composants ne peuvent pas être rendus accessibles, probablement qu'on ajoutera une indication. Vous voyez, par exemple, les curseurs, c'est pas vraiment évident de rendre accessible, j'imagine, en tout cas, hein. La carte, c'est pas évident également, parce que là, on a des positions spatiales à voir. Et voilà, on avance petit à petit, et on vous tiendra au courant par rapport à ça. La bonne nouvelle, c'est que pour vous, en tant que maker vidéo, vous n'avez rien à faire, parce que c'est la nature des composants, hein, c'est le fait que le composant supporte l'accessibilité. C'est pris en charge par la plateforme Zillow, qui fait que vous pouvez créer des applications accessibles sans moindre effort. Vous voyez ici, il n'y a pas de paramètres d'accessibilité. Voilà. Et donc, vous allez voir apparaître ici une nouvelle fonctionnalité d'accessibilité, probablement dans les semaines qui suivent. Voilà, c'était le deuxième sujet, accessibilité. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et puis, on va passer maintenant à Airtable. J'espère qu'on n'est pas trop en retard. Et donc, pour cela, on va aller sur le bon serveur, se connecter avec Zstream, voilà. Et puis, on va créer une application Airtable, une nouvelle application démo Airtable. Voilà. Alors, comme je l'ai dit un peu en introduction, Zillow possède son propre système de données, sa propre base de données, donc Zillow est indépendant, Airtable ou autres ne sont pas indispensables si vous souhaitez créer une application avec Zillow. Comme on l'a dit ici en introduction, et c'était l'objet du stream précédent, jusqu'à 1 million de lignes, hein, je l'avais rentable, voire 10 millions de lignes. Donc on peut aller très loin avec Zillow, mais pas forcé d'ajouter dans votre écosystème Airtable ou un autre système. Sachez aussi que ça m'étonnerait qu'on puisse utiliser Airtable sur 1 million ou 10 millions de lignes dans Airtable. Donc on pourrait même aller au-delà sans Airtable. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut jusqu'à ces volumes-là avec Airtable. Hein. Il me semble que c'est limité à quelques centaines de milliers, il me semble. Bah, dites-moi si vous savez. Et voilà. Donc en fait, quand est-ce qu'on pourrait utiliser Airtable ou TimeTonic dans une application qu'on pourrait dire modulaire, c'est-à-dire on utilise plusieurs systèmes, hein, plusieurs systèmes no-code pour créer notre application. Eh bien, on pourrait l'utiliser grâce aux fonctionnalités que ces outils, Airtable et TimeTonic, couvrent et que Zillow ne couvre pas. Par exemple, on peut parler d'automatisation, on peut parler de gestion de documents. Ces outils pourraient produire des documents. Par exemple, une donnée est modifiée dans une table et vous allez pouvoir déclencher la création d'un document. Vous allez pouvoir demander la création, lancer un processus de validation, de signature, ou je ne sais pas, la création d'autres enregistrements dans une table, va enregistrer l'événement utilisateur. Et donc, c'est pour toutes ces raisons qu'il faut qu'on pourrait utiliser un système externe qui fait que on utiliserait Zillow pour la création de l'interface utilisateur. Parce que là, on est bien plus riche, bien plus sur mesure que ce que peut proposer les outils comme Airtable et TimeTonic. La raison est simple, hein, c'est fait pour. Zillow propose voilà, tout un écosystème de création d'écrans et de parcours utilisateur vraiment sur mesure. Hein. Vous avez le contrôle
et toutes les données, toutes les informations qui sont affichées aux écrans, qui créent une saisie sur plusieurs écrans, complétée d'une pop-up. Vous pouvez enchaîner autant d'écrans que vous souhaitez pour arriver à vos fins de manière très sur mesure, hein, qui correspond exactement au métier que l'application doit couvrir. Et donc, c'est pour ces raisons-là que vous pourriez être amené à accumuler deux outils, Zillow pour la capacité de créer des écrans sur mesure. En plus, je vais pas évoquer, mais aussi l'aspect responsive, vous allez pouvoir, grâce aux règles, chez les seuls 6 composants, grâce aux conditions ici, vous allez pouvoir dire j'affiche ou pas ce composant sur mobile, tablette ou ordinateur. Et également la disposition des containers qui, elle aussi, est responsive. Vous allez pouvoir afficher ce forme horizontal ou vertical en fonction du périphérique. Et tout ça, c'est encore sur mesure. C'est vraiment au composant. Et donc, dans le cas où vous souhaitez utiliser un autre système, vous allez pouvoir utiliser ici la fonctionnalité d'import des sources de données externes. On a déjà exploré Google Sheet, on a déjà exploré les API REST, nous pouvons bien explorer Airtable. Et donc, pour cela, vous avez préparé un petit, je sais pas comment ça s'appelle, un workspace de démo, que j'ai appelé intervention, dans lequel je vous ai préparé une table de techniciens, et aussi des noms, des emails, le téléphone. Voilà, donc assez simple à prendre. Et puis, utiliser l'IA pour générer des photos. Il a même repris les noms des techniciens dans les photos. C'est impressionnant. Sophie Martin. Antoine Moreau. C'est assez impressionnant, hein, parfois. Ah non, ça correspond pas. Ah, c'est moi qui me suis trompé. Regardez. Antoine Moreau. Et je pas mis les bonnes images. C'est impressionnant, hein. Donc, voilà, donc ici, j'ai le technicien. J'ai demandé aussi à lui de me créer des salles de spectacle qui étaient connues. Donc, on a Accor Arena. D'abord, voilà. Je sais pas comment a fait l'IA, mais ces images ont été générées par l'IA. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le dôme. Je sais pas si c'est créé toute pièce ou à partir d'une base, j'imagine, hein. J'imagine que ça s'est inspiré des images qui existent sur Internet. Je sais pas si c'est vraiment une photo qui a été prise sur Internet, mais oui, c'est assez bluffant. Il faudra comparer, en fait. Et est-ce que cet immeuble existe vraiment derrière? Je ne sais pas. Je suis vraiment curieux de savoir. En tout cas, c'est pas le sujet. Donc ici, on a une table intervention, dans laquelle l'IA nous donner l'exemple à partir des techniciens et des salles. Donc on a une intervention ici, par exemple. Michael est intervenu au Grand Rex pour une panne urgente planifiée le 6 juin 2026 et il fallait ici intervenir sur une image instable pendant une production du film. Alors, j'ai généré ces données en dehors de Airtable. J'étais un peu surpris parce que Airtable ne sait pas générer des images. Airtable peut générer des données, mais ne sait pas générer des images. Donc, j'ai tout généré avec Gemini et tout. Voilà, donc ici on a 3 tables, et vous voyez, on a des liens entre les tables. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de représentation visuelle de ces tables, donc on voit pas bien les liens. Un peu dommage. Donc en fait, on a ici intervention qui a un lien avec salle concernée, voilà, avec salle, puisqu'ici on a un link, voilà, vous voyez, ici c'est le type des colonnes. Et pareil, pour technicien, on a un lien vers la table technicien. D'ailleurs, si je clique ici, vous voyez, c'est un technicien, hein. Je pourrais le supprimer en sélectionnant un autre. J'ai des tests, ici. La suite connaissance, c'était les tests.
supprimer, c'est oui. OK. Et donc, vous voyez ici, on a des tables Airtable, hein, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit de spécifique pour qu'elles soient compatibles les idiots. Donc, vous voyez ici, on a une table, une colonne, pardon, de type texte long. On a ici type d'intervention qui est du type single select. Priorité statut, j'imagine que c'est la même chose. Voilà. Ensuite, type date, texte long, texte long ici, ici on est sur un nombre, j'imagine. Voilà, on est sur un nombre. Vous voyez, on peut avoir des colonnes de différents types. Et Zilio va analyser l'ensemble des tables qui seront impactées. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. La première chose à faire, c'est de créer un lien entre le compte Airtable et votre application Zilio. Et donc, pour cela, vous rendez ici, Builderpad. Voilà, et vous faites créer un token que je vais appeler stream. Voilà. Et ensuite, on va rajouter ici ce qu'ils appellent un scope. Et en fait, tout cela est indiqué dans les paramètres. Donc, on va dans paramètres, on cherche Airtable, on l'active. Je rappelle que Airtable est disponible dès le plan gratuit, donc vous pouvez expérimenter de manière gratuite. Et ici, on nous dit d'ajouter ces autorisations suivantes. Donc, ça va permettre à Zilio de lire, d'écrire et d'analyser le schéma végétal. Voilà. Donc, je choisis lire, écrire et le schéma lire. Ensuite, je vais sélectionner une base, une intervention. Je crée mon token, je copie mon token. Voilà. J'ai mon token qui est prêt. Je retourne dans Zilio, je fais CTRL-V et je fais tester la configuration. Et on dit, super, j'ai une base de données Airtable privée. Donc là, en fait, la configuration Airtable est faite. Alors, comme je l'ai un peu précisé, c'est par application. Vous pouvez avoir une application Zilio qui fait accès à une base de données Airtable, une deuxième application qui fait appel à une deuxième base Airtable. Voire la même base, mais sous ensemble table différent. Et donc ensuite, on va ici, on intègre, on choisit nos tables. Voilà, donc je peux importer une seule table, puis aller chercher les autres. Je peux intégrer toutes les tables en même temps. Voilà. Donc ici, on a les liens entre nos tables qui sont présents. Vous voyez ici, j'ai une intervention. Si je fais ça, ouais, c'est ça. Ici, on devrait le présenter comme ça, en fait. Donc, on a bien une intervention qui est liée à une salle et à un technicien. Donc, ici, vous retrouvez vos tables Airtable. Donc là, c'est graphique. On retrouve toutes les colonnes de vos tables. On accède également aux données. On peut également modifier les données des cuisiniers. Donc, remplacement d'un câble réseau coupé. Ah, oui, d'accord. Je crois qu'on a un souci. Certaines dates sont limitées. Donc, je ne sais pas comment on peut dire dans Airtable que la colonne peut être vide. Donc, je peux perdre trop de temps. Je crois que c'est ça. Hein. OK. Donc là, normalement, ça devrait être enregistré. Donc, si on revient ici, on n'a pas. Ça va rafraîchir. L'impression, on va faire des réseaux, c'est celui-là.
Oui. Voilà. Et donc ici, bien. OK. Donc, ça cause de l'erreur, assez bien. Bon, OK, donc on a la possibilité de modifier les données. On peut changer ici également les options. Donc en fait, on peut modifier toutes les données présentes dans la table. Et Exilio a identifié les différents types. Ici, on a un lien vers une autre table. On a des champs de saisie. On a ici des champs dates identifiés. On a vu ici avec les options. On a également des nombres qu'on peut identifier. Vous voyez, le Exilio était capable d'analyser les tables, d'analyser les relations entre vos tables. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir, comme d'habitude, créer nos écrans de la même façon que précédemment, parce qu'on va pouvoir ici lister, par exemple, les techniciens. On va pouvoir lister et rechercher les salles. En fait, ça fonctionne exactement de la même façon qu'une source de données habituelle. Et donc, ici, on a les techniciens, c'est de simplifier ici salle. Et puis, on utilise les composants navigation tout à l'heure. Navigation, le technicien. Donc, on peut tout de suite, voilà, enchaîner sur ce qu'on sait déjà sur Zilio. Technicien, on va rajouter une icône. Je crois que je vais manquer de temps. Utilisateur. Voilà, j'espère que c'est beau. Ici, ce qu'on peut utiliser building, bâtiment. Et un lieu comme ça. On fait CTRL-C, on va sur cet écran. Vous voyez, on a immédiatement une application qui fonctionne. Je crois que j'ai pas fait le lien entre celui-là et celui-là. Donc, ça, je clique, je viens de détail. Vous voyez, ça fonctionne exactement de la même façon que toute interaction avec les données. Mais on voit pas la différence. Hein. C'est pas que, en tant qu'utilisateur, on ne sait pas du tout que les données proviennent de Airtable ou de Zillow. Vous le voyez, parce que ici, vous voyez, ici, une icône. On peut également, je vais un peu accélérer, on peut également combiner, hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une gestion d'utilisateur ici, qui reste dans Zillow. Et puis ici, on combine, vous voyez, les tables Airtable et Zillow, j'allais dire Panicomic, mais c'est avec le même sujet la semaine prochaine. Voilà, imaginons que vous souhaitez mettre en place un système de chat. Vous allez utiliser la table message directement prédéfinie dans Zillow. Et au moment de la manipulation de vos données, si vous créez une liste, par exemple, on va vous demander une des tables. Et vous voyez ici, vous reconnaissez les tables Airtable et les tables Zillow. Voilà, donc en fait, une fois que le lien avec Airtable est établi, il n'y a plus aucune différence dans la création des données. Ça, c'est vraiment un atout. Ici, le filtre fonctionne exactement de la même façon. Vous avez accès au code. Vous avez accès aux mêmes possibilités ici en termes de comparaison. Idem ici, hein, vous avez accès avec quelques questions pour réduire capacité, on peut le passer en horizontal. L'adresse ici, on pourra mettre les composants marqueurs. Je ne sais pas si l'adresse existe. Voilà. Ici, et au lieu de, on peut aller dans données, on est sur la salle, et puis l'adresse a été trouvée. On peut conserver l'adresse ou pas, peu importe. Et vous voyez ici, vous avez à disposition l'ensemble des fonctionnalités de Zillow, tous les composants, les containers, les pop-up.
et également toute la définition du parcours utilisateur. Ça reste valide et combinable avec d'autres sources de données. Voilà ce qu'on peut dire. On peut également illustrer d'autres cas d'usage. Donc, si je reviens en arrière ici et que dans la table, peut-être ici, imaginons, peu importe, là j'improvise, qu'est-ce qu'on peut dire? On va rajouter un texte ou un nombre, c'est pas un nom, et on va l'appeler ancienneté. Je suis pas sûr que ce soit pertinent dans notre table, mais imaginons, hein, c'est grave. Donc ici, je rajoute une certaine ancienneté, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc maintenant, on a une colonne ancienneté dans Airtable. Et il va falloir ici, alors ça fonctionne sans, hein, il va falloir avertir Zilio si vous souhaitez exploiter cette information. Donc, pour le faire, vous sélectionnez la table en question, technicien, vous allez faire une synchronisation de colonnes. Voilà. Zilio va analyser à nouveau la table, et ici, il va identifier une nouvelle colonne, ancienneté, je vais zoomer pour vous. Voilà, et le type nombre. Donc, ça, sélectionne ici, on voit ici l'ancienneté est renseignée, et puis on va ici pouvoir exploiter l'ancienneté de l'outil. Donc, ce titre, l'ancienneté, on la voit pas. Donc, on va réfléchir. Voilà. On a l'ancienneté, donc c'est disponible. Peut-être réfléchir. Ok, donc on peut voir ici le nouveau champ qui sont exploités. On va regarder pourquoi il n'affiche pas dans deux. C'est étonnant. À moins que il faille synchroniser les données. Voilà. On va regarder ça. Je vais rater un truc. Ok, donc on exploite les nouvelles colonnes. Également, Zillow n'est pas forcément averti lorsque des données sont modifiées dans Airtable. Et donc, il va falloir, si vous souhaitez avoir l'information immédiatement, sinon ça se fait de manière régulière. Donc, en fait, Zillow contient un cache des données Airtable, ce qui fait qu'on va éviter de faire des appels API trop réguliers, ce qui va créer des problèmes d'appels API, du nombre d'appels API que vous pouvez faire tous les mois. Et donc, Zillow contient un cache qui fait que si 10 utilisateurs utilisent l'application en même temps, vous n'allez pas vous retrouver avec des coûts d'API équivalents à tous les utilisateurs qui vont aller requêter le même données, puisque Zillow contient un cache qu'il partagera avec les utilisateurs. Ceci dit, il y a quand même une période de 30 secondes, il me semble, peut-être une minute, où Zillow ne peut ne pas être averti de changement côté Airtable. Zillow est averti des changements qui sont faits par Zillow. Donc, si Zillow fait, imaginons qu'un utilisateur 1 modifie un enregistrement, l'utilisateur 2 sera averti et donc verra la modification de l'utilisateur 1. En revanche, si la modification a lieu directement dans Airtable ou via un autre processus, imaginons une automatisation Airtable, Zillow ne sera pas systématiquement averti. Donc là, c'est le cache, quand il sera rafraîchi de manière régulière, qui détectera la nouvelle donnée. Donc si vous voulez prendre en compte avec l'effet immédiat la nouvelle donnée, vous cliquez ici sur synchroniser données. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Et pour terminer, alors pas trop terminer, il me reste deux sujets.
Le premier, c'est l'ajout de colonnes dynamiques. Alors, je ne sais pas trop les utiliser. On va faire un lookup, je crois. C'est l'équivalent d'une formule, hein, quelque chose comme ça. Donc, si je fais un, je ne connais pas du tout, hein. Si je fais un, voilà, sur un autre record, on est sur quoi? On est sur technicien, intervention. Est-ce qu'on peut compter les interventions? Compter, je crois que c'est reload. Reload, intervention, technicien, assigné. Je sais pas, en fait. Je vais que ça fait quoi? Écoutez, là, je me rassure un peu. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut prendre. Là, j'aurais besoin d'un expert Airtable. Voilà, si on compte, par exemple. On compte, voilà, c'est ok. Voilà, je compte les interventions. Ici. Donc, on rend ça comme les mieux. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on a un libellé, voilà, ok, les libellés un peu. Comment de l'appeler? Merde, une intervention. Alors, c'est pas filtré par technicien, hein. Une intervention, mais je sais pas le faire. Peut-être, ah, c'est peut-être filtré par technicien. Je vois qu'il manque de temps, donc je vais aller vite. Et donc, là, du coup, si je rafraîchis les pédales, nom d'intervention. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un petit cadenas qui indique que ce champ est en lecture seule. Donc, on ne peut pas, depuis Ziggo, modifier cette valeur. D'ailleurs, ça n'a pas de sens, hein. On ne peut pas modifier ici quelque chose qui est calculé côté Airtable. On va pas, dans un écran Ziggo, enregistrer le nombre d'interventions, puisque c'est quelque chose de calculé. Donc, en fait, le message que je vais vous donner ici, c'est qu'à chaque fois que vous allez créer une colonne dynamique qui est calculée par Airtable, elle sera identifiée ici en tant que, euh, en tant que colonne, alors, étonnant de voir, là, c'est juste y passer, en tant que colonne, lecture seule, vous voyez ici, l'identifiant est aussi, figé. Alors, ce que vous pouvez faire ici, vous pouvez affiner, hein, c'est-à-dire que la colonne, il faut très bien indiquer à Ziggo quel est son type. Donc, par exemple, s'il l'avait identifié en tant que texte, il dire, bah non, c'est pas un texte, c'est un œuvre. Donc, ça permet de faciliter la création des écrans, notamment si vous utilisez l'IA, parce qu'il doit identifier les types ici. Et voilà, sachez qu'on ne pourra pas modifier ici les valeurs. Vous voyez, encore un cadenas ici. Et depuis les écrans, on ne pourra pas modifier. Voilà. La dernière chose qu'on pourrait dire également, c'est la possibilité d'importer des vues. Donc, si je crée ici, comment on fait une vue déjà? Ah, très bien. C'est comme ça. Si je prends une liste, par exemple, une liste collaborative, comme tu veux. Voilà. Et il semble qu'on va pouvoir filtrer. Est-ce qu'on peut enlever des colonnes? Je sais qu'on peut enlever des colonnes. Je l'ai déjà fait. Voilà. Ça, c'est plutôt les lignes. Ah, oui, ça. Ah oui, là, j'ai que le nom, en fait. Et si je garde que le nom et email, imaginons, voilà. Et là, j'ai une vue avec que des colonnes. Et ensuite, je me rends dans visio, alors c'est quelle table? Intervention. Donc, je vais supprimer parce qu'on ne peut pas importer une table et une vue. Je vais essayer de l'expérimenter avec que
Oui, donc ici, je vais faire afficher vue. Et ici, on affiche le vue disponible. Donc, on remarque un grade vue qui est la vue et par défaut. Et ici, j'ai technicien du liste. Voilà. Alors, est-ce qu'il est? Ah, c'était technicien, juste en fait. Ok, on recommence. RTGOL. Tac. On affiche les vues. Technicien, importer. Voilà. Ah, il a quand même détecté tous les champs. J'ai raté quelque chose. Liste. Ah, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça marche. Visibilité. Alors, je suis pas sûr de le faire comme il faudrait. C'est quoi ça? Après, manque de temps, là, je vais passer. Peut-être je vais regarder une de la semaine prochaine. Alors, je vais peut-être pas créer la vue comme il faut. Je ne sais pas. Parce que là, il devrait uniquement retourner les colonnes de la vue. Donc, ainsi l'ensemble de la vue. Donc, je vais regarder, je vous tiens au courant. Parce que ça a dû changer, hein. C'était pas comme ça avant. Ah oui, là, on a des rails. C'est où, là? Là, je prends le bouton rail. Voyez? Et je ne comprends pas. Si je cache ID, imaginons, et bien je peux, ok. Je retourne ici, je supprime cette vue, et j'importe intervention. Voilà, cette vue, cette vue. Là, j'ai pas ID. Il doit y avoir quelque chose de spécifique. Je n'ai pas compris dans cette écran. Vous voyez ici, je viens en cacher, puis là ici, et où est-ce que j'étais tout à l'heure? C'était pas là. Ici. Alors, je comprends pas, hein. On va regarder ça, c'est une différence entre les deux. Voilà, en tout cas, c'est tout ce qu'il fallait retenir. Grosso modo, on crée un token, on l'enregistre dans les paramètres. Ensuite, on importe soit la table, soit la vue que vous souhaitez intégrer. Les liens vont s'établir automatiquement. Et puis, du coup, vous pouvez créer nos écrans ici, comme d'habitude, en utilisant Zillow, hein. Je voulais vous montrer la création d'une intervention avec la sélection d'un technicien. Vous pouvez le faire avec la Dropbox, par exemple, avec Zillow. Ça fonctionne bien. Toutes les actions de création, modification, suppression sont les mêmes que pour une page Zillow. Voilà. Il manque de temps. Je pense que j'ai tout couvert, mais dites-moi hein, dans les commentaires si j'étais un peu vite sur certains sujets. Il y a pas mal de choses à dire. Et puis, en attendant, je vous invite à nous rejoindre sur le Slack de Zillow. Le lien est ici. Le lien est également sur le site internet. Vous allez tout en bas et rejoindre ici le Slack de Zillow, où ici, on évoque toutes les nouveautés. On parle d'idées de l'émission. Également des questions, des soucis, qui sont discutés et adressés dans, dans le Slack. C'est comme ça que vous pouvez être au courant des toutes dernières fonctionnalités de Zillow. Et puis, si le code et l'IA vous intéresse, vous pouvez juste nous rejoindre, poser des questions, faire des remarques et nous dire, nous parler de votre expérience, de ce que vous avez également découvert dans d'autres outils, ce que vous trouvez bien dans Zillow et bien dans d'autres outils. C'est toujours intéressant de discuter avec des gens qui travaillent dans le même domaine que nous. Et puis, je vous invite également à visiter la chaîne YouTube de Zillow. Vous allez trouver ici tous les streams précédents avec en gros le sujet adressé. Donc aujourd'hui, je vais mettre accessibilité et Airtable. Et vous voyez ici, il y a tous les sujets qu'on attend d'une application
une application assez même complète, hein, pour le coup. Vous voyez tous les sujets qui sont adressés ici. Si vous les combinez, on a vraiment de tout, hein. On a de la permission, des QR codes, signature, partage de table, des API. Aujourd'hui, on a parlé des Airtable, des paiements, les abonnements, de l'IA, les grandes tables. Vous voyez, on a tellement de sujets qui sont disponibles dans Ziggo qu'il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas créer votre application avec cet ensemble de fonctionnalités. Et en tout cas, contactez-nous si vous avez une application en tête, si vous avez un projet sur le point de démarrer, contactez-nous si vous voulez confirmer ou pas. Si Ziggo est une bonne plateforme pour la mettre en place. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. J'espère qu'il fera beau ce week-end. Et puis, je vous dis à vendredi prochain.